Bonjour, on continue le cours de phylogénie en abordant aujourd'hui la première étape de la construction d'un arbre phylogénétique. Cette première étape étant la sélection des données. En effet, la construction d'un arbre phylogénétique nécessite d'abord l'identification des caractères homologues, au sens du comparable, entre les taxons que l'on veut identifier, par exemple la présence d'un phénotype particulier, d'une protéine ou bien d'un gène particulier, puis, dans un second temps, la mesure des différences associées à ces caractères. Les données utilisées pour la construction des arbres phylogénétiques sont classées en deux groupes distincts, les données phénotypiques et les données moléculaires. Le premier type de données, phénotypiques, comprennent les caractères observables aux différents états morphologiques, biochimiques, physiologiques, etc., mesurables souvent par un langage binaire de type présence d'un caractère donné, absence de ce même caractère, qu'on peut coder par les symboles plus, moins, 0, 1 ou autre. Les séquences phénotypiques obtenues, comme celles montrées dans l'exemple du tableau, sont alors utilisées pour estimer le degré de ressemblance phénotypique entre les taxons. Pour cela, plusieurs indices ont été développés. Par exemple, l'indice de simple concordance noté S entre deux individus A et B et le rapport entre le nombre d'attributs concordants sur le nombre total d'attributs. À partir de cette valeur, on peut calculer une distance observée D entre les attributs des individus A et B, qui est égal à 1 moins S. Un autre indice utilisé est l'indice de Jacquard, qui prend en considération uniquement les attributs présents chez les deux individus et à partir duquel on peut calculer une distance observée. Pour les données moléculaires, elles peuvent être constituées de séquences pouvant être nucléiques, telles que les séquences de gènes ménagers ou des fragments particuliers du génome, ou bien encore de séquences de protéines enzymatiques, de structures ou autres. Ces séquences biologiques utilisées en phylogénie doivent appartenir à des marqueurs moléculaires appropriés au groupe taxonomique étudié. Un marqueur moléculaire est un indicateur de la variabilité génétique dans le temps. Il doit être universel et avoir une structure conservée avec un taux d'évolution approprié. Et enfin, les séquences du marqueur ne doivent pas avoir subi de phénomène de transfert génétique ou de recombinaison. Par exemple, la comparaison entre les espèces sera faite à partir de marqueurs évoluant rapidement, par exemple des fragments du génome mitochondrial, alors que les événements plus anciens, comme ceux se produisant au niveau des phylums ou des familles, seront explorés à l'aide de marqueurs sous de très fortes contraintes fonctionnelles et évoluant lentement, par exemple les séquences protéiques des ADN polymérases. Les méthodes actuelles en phylogénie tendent de plus en plus à combiner l'utilisation simultanée de plusieurs marqueurs moléculaires afin d'augmenter la précision et de diminuer le taux d'erreur des résultats. La phylogénomique, par exemple, étudie l'évolution des génomes entiers ou des parties exprimées de ces génomes. Par exemple, en prenant la totalité des gènes d'un organisme, son exome, la totalité des gènes d'une espèce, ce qu'on appelle un pangénome, etc. Ces éléments génomiques appartiennent à des groupes taxonomiques plus ou moins larges. Comme vu précédemment, deux séquences sont dites homologues lorsqu'elles proviennent d'un ancêtre commun. Ces séquences homologues sont dites orthologues lorsqu'elles divergent après un phénomène de spéciation, c'est-à-dire l'apparition de nouvelles espèces, et auront souvent la même fonction. A l'inverse, elles sont dites paralogues lorsqu'elles divergent après un phénomène de duplication de gènes, et dans ce cas, elles n'assurent pas forcément la même fonction. Un nœud phylogénétique peut alors représenter un événement de spéciation ou de duplication de gènes lors de la transmission du matériel héréditaire aux descendants ou lors de phénomènes de transfert horizontaux. Par exemple, lors de la conjugaison, par transformation chez les bactéries, par transduction des virus aux bactéries, etc. Dans le cas de la duplication, l'arbre obtenu est un arbre de gènes qui peut différer de façon importante de l'arbre des espèces porteuses. Dans notre exemple, les gènes de l'hémoglobine et de la myoglobine sont le résultat de la duplication de leur gène ancestral, qui est la globine. On dit qu'ils sont paralogues puisqu'ils sont présents chez le même ancêtre. Ensuite, le phénomène de spéciation les rend présents chez deux espèces différentes. Par exemple, ici, l'humain et la souris.
Dans ce cas, les gènes de l'hémoglobine et de la myoglobine de l'humain sont paralogues entre eux, mais sont orthologues des gènes de l'hémoglobine et de la myoglobine chez la souris, respectivement. Dans ce deuxième exemple, l'arbre des espèces dans la figure A montre les liens phylogénétiques entre plusieurs espèces animales avec l'hydre comme groupe externe. Dans l'arbre B, les gènes de la famille des protéines de la pente membranaire sodium-potassium rencontrés chez les espèces de l'arbre A est tracé. On remarque alors la présence de plusieurs gènes paralogues de cette famille chez l'humain, le poulet et la crevette, alors qu'un seul gène est présent chez les autres espèces. Les carrés en gras indiquent la duplication des gènes. La deuxième étape de la construction d'un arbre est l'alignement multiple des séquences homologues, ce qui permet de confirmer la pertinence des séquences considérées et conduit à déterminer résidu par résidu les relations d'homologie entre elles. En effet, chaque position ou site de l'alignement résultant contient des résidus homologues dérivant d'un résidu ancestral. Quand une position contient une insertion délétion, c'est qu'aucun résidu homologue de ce site n'est présent dans la séquence. C'est pour cela que les sites contenant des gaps ne sont pas pris en considération dans l'estimation des liens phylogénétiques. Du point de vue de la similarité, les séquences utilisées en phylogénie moléculaire doivent être assez ressemblantes pour que leur alignement soit faible, et suffisamment différentes pour apporter l'information nécessaire à l'exploration de leur histoire évolutive. Toutes les méthodes d'alignement multiple sont utilisables en phylogénie, mais ce sont les méthodes d'alignement multiple progressif qui sont privilégiées en raison de leur rapidité d'exécution et de la taille importante des données généralement analysées pour la construction des arbres phylogénétiques. Par exemple, on peut utiliser des méthodes comme Clustal, Coffee, Muscle, etc. À noter que l'utilisation de BLAST est recommandée dans l'étape de sélection des séquences afin de vérifier leur homologie. Pour la construction de l'arbre phylogénétique, c'est-à-dire la détermination de la position des ancêtres communs des UTO qu'on a déjà sélectionnés et de la taille des branches portant l'ensemble, 3 types de méthodes dites d'inférence phylogénétique sont utilisées. Le premier type de méthode est dit de distance. Ces méthodes sont fondées sur le calcul des distances évolutives entre les séquences à partir de leur alignement multiple, c'est-à-dire le nombre de substitutions de résidus entre ces séquences dans le temps. On distingue dans ce groupe de méthodes d'abord les méthodes dites de l'arbre unique, comme les méthodes que nous allons voir qui sont UPGMA et Neighbor Joining, ainsi que des méthodes dites d'optimisation, comme la méthode des moindres carrés, la méthode de Fitch-Margoliash et la méthode de minimum d'évolution. Le deuxième type de méthode est dite de parcimonie, ou bien de maximum de parcimonie. Elle repose sur la recherche d'un arbre comprenant le minimum de changements évolutifs, c'est-à-dire le moins de mutations possibles, affectant chaque site de la séquence, en calculant un score appelé score de parcimonie. La parcimonie estime que la meilleure solution à un problème est celle requérant le moins d'explications possibles. Ici, il s'agit du nombre de mutations possibles. L'arbre ou bien les arbres construits seront donc les plus parcimonieux possibles. Enfin, le troisième type de méthode est probabiliste. Ces méthodes sont plus complexes et recherchent l'arbre optimal en attribuant une probabilité à chaque changement dans chaque position des séquences. L'arbre ou les arbres produits seront les plus probables de se produire dans chaque site de l'alignement. Ces méthodes incluent les méthodes de maximum de vraisemblance et les méthodes de l'inférence bayésienne. Chacune de ces méthodes présente des avantages et des inconvénients. Les méthodes de distance, par exemple, sont utilisées pour construire des arbres à partir de séquences hautement similaires et elles sont rapides et faciles, mais manquent parfois de précision et sont très peu fiables lorsque les séquences sont éloignées. Les méthodes de parcimonie et les méthodes probabilistes sont, quant à elles, utilisées lorsque les séquences sont plus éloignées et leur intérêt est qu'elles sont plus robustes et plus précises. Toutefois, elles sont très lentes et inutilisables lorsque le nombre de taxons est élevé. Le schéma suivant permet de mieux comprendre comment choisir la bonne méthode selon les séquences étudiées. Dans ce cours, nous traiterons essentiellement des méthodes produisant un arbre unique basées sur le calcul des distances évolutives, puisqu'il s'agit des méthodes les plus utilisées et les plus simples en bioinformatique.
Mais avant d'aborder les méthodes de distance, il faudra d'abord distinguer entre la distance observée, donnée grand D, qu'on a vu précédemment, et qui est calculée sur la base du nombre de mutations entre deux UTO à l'instant présent, et la distance évolutive, notée petit d, qui prend en considération les divergences évolutives qui apparaissent dans le temps avant cet instant. Cette distance évolutive est donc définie comme étant le nombre moyen de substitutions par site s'étant produite depuis que ces séquences ont divergé de leur ancêtre commun. Elle est toujours supérieure à la distance observée. L'unité de la distance évolutive est le nombre total de substitutions qui se sont produites sur les deux lignées depuis leur divergence, divisé par le nombre de sites comparés ou bien taille de l'alignement. Cette estimation des distances évolutives est à la base des méthodes de distance. Ce tableau montre par exemple plusieurs types de substitutions possibles par site dans le temps entre deux séquences. On voit bien que le nombre réel de substitutions est toujours plus élevé que le nombre de substitutions observées à l'instant t. Dans cet exemple, les UTO 1 et 2 ont divergé d'une séquence ancêtre et l'alignement a révélé la présence d'une seule substitution. En revanche, l'examen de leur histoire évolutive dans le temps révèle que l'UTO 1 a subi 5 substitutions, indiquées par les flèches bleues, alors que l'UTO 2 n'en a subi que 2 depuis sa divergence avec son ancêtre. Cette différence est donc estimée par la distance évolutive, D, qui sera toujours supérieure à la distance observée, grand D. En pratique, les séquences ancestrales sont inconnues, c'est-à-dire que les ancêtres communs sont souvent éteints, bien sans trace physique, et il n'existe pas de méthode fiable pour calculer directement la distance évolutive. C'est pourquoi plusieurs modèles permettant de corriger la distance ont été développés, et leur principe repose sur le calcul de la distance évolutive à partir de la distance observée. On peut citer notamment les modèles de Jukes et Cantor, de Kimura à 2 paramètres, de Tamura-Ney et de vraisemblance composite maximale, dans le cas des séquences nucléiques, et les modèles de Poisson, de distribution gamma, de PAM et de GTT pour les séquences protéiques. La plupart de ces modèles reposent sur l'hypothèse que le taux de substitution est stable et équitable sur tous les sites dans le temps. Ce postulat ne correspond pas toujours à la réalité des événements de l'évolution. Et leur fiabilité va dépendre de la nature des séquences étudiées. Notamment, des erreurs générées peuvent ainsi causer une perte d'informations phylogénétiques. Parmi ces modèles de correction, on peut citer le modèle de substitution de Jukes et Cantor, qui est basé sur l'hypothèse la plus simple, mais pas forcément la plus correcte, qui suppose que les 4 nucléotides ont des substitutions équiprobables et que la probabilité de transition et la probabilité de transversion sont égales. La distance évolutive est donc donnée par cette formule. Ensuite, un deuxième modèle, dit de Kimura à 2 paramètres, suppose que le taux de transition est différent du taux de transversion et il calcule donc D en fonction de P, qui est la fréquence des transitions, et de Q, qui est la fréquence des transversions. Maintenant, passons aux méthodes de l'arbre unique. La première méthode qu'on va voir est une méthode de distance appelée UPGMA pour Unweight Per Group Method with Arithmetic Mean. C'est une méthode de construction très simple d'un point de vue algorithmique. Elle tire son nom du fait que la construction de l'arbre démarre à partir des feuilles. Cette méthode produit un seul arbre directement raciné sur lequel les distances arborées générées sont ultramétriques. C'est-à-dire que les longueurs des chemins allant de la racine à n'importe quelle feuille sont toujours égales. La méthode UPGMA est basée sur la théorie de l'horloge moléculaire qui considère que le taux de mutation dans des génomes d'organismes différents est constant dans des régions homologues, ces régions étant soumises à la même pression de sélection. Cette théorie est aujourd'hui remise en cause et ne semble pas applicable sur des périodes de temps très longues. Par conséquent, la méthode UPGMA n'est plus utilisée en phylogénie moderne que dans certains cas où la distance n'est pas évolutive, par exemple pour traiter des distances phénotypiques ou bien issues de génotypage, ou quand les séquences traitées sont hautement similaires. Cette méthode utilise un algorithme de clusterisation séquentielle qui construit l'arbre pas à pas au fur et à mesure que les clades en paires sont définis.
Cet algorithme repose sur 6 principales étapes. D'abord, on construit la matrice de distance entre les UTO de l'étude. Ensuite, on trouve les deux taxons pour lesquels la distance évolutive est la plus petite. Ces deux taxons vont créer un nouveau clade qu'on va appeler U. Et on va ensuite attribuer aux branches portant ces deux taxons et leur ancêtre commun U une taille égale à la moitié de la distance qui les sépare. Ensuite, on va calculer la nouvelle distance entre le nœud constitué U et le reste des UTO de l'étude en utilisant cette formule. Ensuite, on recommence l'étape 1 en remplaçant les deux taxons par leur ancêtre commun U. L'algorithme itératif s'achève lorsque tous les clades possibles sont construits. Afin d'illustrer le propos, nous allons construire un arbre UPGMA des liens phylogénétiques entre les séquences nucléiques des gènes mitochondriaux d'ARN T chez 5 espèces de la superfamille des hominoïdes qui sont l'humain, le chimpanzé, l'orang-outan, le gorille et le gibbon. La séquence de ce gène est très conservée. À titre indicatif, sur 895 paires de bases, il y a une seule délétion chez l'orang-outan et 281 sites variables par substitution. La première étape de l'algorithme va consister à calculer la matrice des distances évolutives. En effet, après alignement des séquences avec, par exemple, le clustal, les distances observées entre chaque paire de séquences possibles sont calculées uniquement sur les sites ne contenant pas de gap. Dans cet exemple, 894 sites sur les 895 possibles. Cette distance sera égale au nombre de substitutions entre deux séquences sur la taille totale de l'alignement. Ensuite, la distance évolutive est estimée grâce au modèle de substitution, par exemple, de Kamura à 2 paramètres. La matrice des distances évolutives est alors tracée. Ensuite, on identifie les deux taxons pour lesquels la distance évolutive est la plus petite. Dans cet exemple, c'est la paire humain-chimpanzé. Cette paire va donc constituer le premier clade de l'arbre. Le nouveau clade va donc être constitué de l'ancêtre commun situé sur le nœud, qu'on va appeler U, et de la paire humain-chimpanzé. La taille des deux branches portant les clades va être donnée par cette formule, et cette taille des branches va être égale pour les deux UTO. On calcule alors une nouvelle matrice de dimension n-1 et m-1, et ce nouvel ensemble d'individus sera constitué de U, le gorille, le orang-outan et le gibbon. Les nouvelles distances qui séparent le taxon du reste des taxons seront calculées par les formules suivantes. Par exemple, la distance entre U et le gorille sera égale à la distance entre l'humain et le gorille, plus la distance entre le chimpanzé et le gorille sur 2. Ensuite, dans une nouvelle itération des étapes 2 et 3, on remplace le clade humain-chimpanzé par U dans une nouvelle matrice des distances. Et alors qu'un nouveau clade W est constitué par U et le gorille, puisqu'il possède la distance évolutive la plus faible entre toutes les combinaisons d'UTO possibles. Et on va calculer pour ce nouveau clade les tailles des branches correspondantes. Ensuite, on calcule les distances entre W et le reste des UTO, puis on réalise une nouvelle itération des étapes 2 et 3 de l'algorithme avec le nouvel ensemble E égale à W, orang-outan et gibbon. Un nouveau clade Z est alors constitué par W et l'orang-outan. Ensuite, dans cette étape, on calcule la distance entre Z et le gibbon avec la formule de l'algorithme. Le nœud de ce dernier clade est l'ancêtre commun de tous les UTO de l'arbre. Donc, à la fin, on reconstruit l'arbre final par le remplacement de Z, W et U par leur UTO respectifs avec déduction des tailles des branches internes par soustraction entre les branches déjà connues. Maintenant, nous allons passer à la méthode du neighbor joining, qui est une des méthodes d'inférence les plus utilisées en phylogénie. Cette méthode génère un arbre non raciné qui devra être enraciné par une des méthodes manuelles qu'on a vues précédemment. Les distances arborées générées par cette méthode sont dites additives. Cela veut dire que les longueurs des chemins allant de la racine vers n'importe quelle feuille ne sont pas égales, ce qui stipule que les caractères des UTO évoluent indépendamment les uns des autres. En effet, cette méthode est basée sur le postulat
de l'évolution minimale qui considère que le taux de mutation entre les taxons sont variables et qui recherche le nombre minimal d'événements évolutifs les séparant. L'algorithme de cette méthode décompose l'arbre en étoiles en se basant sur la matrice des distances évolutives. Deux extrémités sont alors jointes afin de réduire au maximum la longueur totale de l'arbre tout en créant un nouveau nœud. Après cette étape, la matrice des distances est mise à jour et de nouvelles itérations sont réalisées jusqu'à la résolution complète de tous les nœuds de l'arbre. D'un point de vue pratique, ce principe consiste en le calcul parmi toutes les topologies d'arbres possibles de celles présentant les longueurs de branches les plus petites possibles. Afin de construire un arbre à n UTO, l'algorithme itératif du neighbor joining suit les étapes suivantes. D'abord, on construit la matrice des distances entre les UTO. Ensuite, on calcule la divergence notée R entre chaque UTO et les autres UTO en suivant la formule suivante. La divergence étant la somme des distances évolutives entre un UTO et les autres K UTO de l'ensemble. Ensuite, on construit une nouvelle matrice en se basant sur le calcul de la longueur de l'arbre noté S pour chaque paire de séquences I et J, en calculant les valeurs de longueur d'arbre S avec la formule suivante. Ensuite, on constitue le premier clade U par la paire d'UTO ayant la plus faible valeur de S et la distance arborée B de chaque branche est calculée par les formules suivantes. Ensuite, on calcule les distances entre U et les autres UTO selon la formule suivante. Et ensuite, une nouvelle itération à partir de la première étape avec n-1 UTO est initiée. L'algorithme s'arrête lorsque on résout tous les nœuds internes et externes de l'arbre. Pour avoir une idée sur son application, on va construire un arbre, un neighbor joining à partir des séquences de l'exemple précédent. D'abord, par la construction de la matrice des distances, s'il s'agit de la même matrice que l'exemple précédent. Ensuite, on calcule la divergence R pour chacun des taxons. Par exemple, la divergence de l'humain est égale à la distance entre humain et chimpanzé, plus distance entre humain et gorille, plus distance entre humain et orang-outan, plus distance entre humain et gibbon. Ensuite, on calcule la matrice S pour un nombre de taxons égal à 5, avec constitution du premier clade. Ainsi, les valeurs de la longueur de l'arbre S sont calculées pour chaque paire d'UTO possible. Par exemple, la longueur d'arbre qui sépare l'humain et le chimpanzé est égale à moins 0,920. On obtient alors la matrice montrée ici. Le premier nœud qu'on va appeler U est constitué par la paire ayant la valeur S minimale, c'est-à-dire celle qui relie l'orang-outan et le gibbon. Ensuite, on calcule la taille des branches qui séparent U de l'orang-outan et U du gibbon en suivant les formules suivantes. Ici, on note que les tailles des branches ne sont pas égales. On construit alors un nouvel ensemble d'individus, cette fois-ci constitué de U, de l'humain, du chimpanzé et du gorille, avec un nombre d'UTO donc égal à 4. Les nouvelles distances qui séparent le taxon U du reste des taxons est calculée selon cette formule. Ensuite, on réalise une nouvelle itération avec la nouvelle matrice des distances, avec laquelle U et le gorille vont constituer un nouveau nœud qu'on va appeler W, et pour lequel nous allons calculer la taille des branches. Puis, dans une autre itération, avec la nouvelle matrice des distances à n égale à 3, on va trouver que W, l'humain et le chimpanzé constituent un nœud qu'on va appeler Z. Ici, l'algorithme itératif est achevé puisque on a résolu tous les nœuds de l'arbre. Une fois que tous les nœuds internes et externes sont déterminés, le racinement de l'arbre est obtenu par la méthode du groupe externe. Par exemple, dans notre cas, le groupe externe a été préalablement sélectionné et c'est le gibbon. En effet, ce singe fait partie d'une famille différente qui est les Ilobatidae,
que celles regroupant le reste des taxons de l'étude qui appartiennent à la famille des hominidés. La position de la racine sera donc la médiane de la somme des plus grandes branches portant le groupe externe, qui est le gibbon, et les autres UTO. Dans notre exemple, c'est la branche portant U et l'orang-outan. Dans chacune de ces étapes, la construction des arbres phylogénétiques est basée sur des hypothèses susceptibles de produire des erreurs, ce qui sera traduit par des erreurs au niveau topologique et qui conduira à des erreurs d'interprétation qui nécessiteront d'être rectifiées. Du moment que la topologie d'un arbre est déterminée par la somme des branches internes groupant les UTO à l'exclusion des autres espèces, la robustesse d'un arbre sera relative à la robustesse de chacune de ces branches internes de manière indépendante les unes des autres. Plusieurs tests basés sur la vérification de la robustesse des branches internes sont utilisés afin de vérifier la robustesse des arbres obtenus avec les méthodes d'inférence phylogénétique et par conséquence de vérifier leur hypothèse phylogénétique de départ. Parmi ces tests, on peut citer la méthode du bootstrap, mais également la méthode du jackknife qui génère des arbres artificiels en remplaçant de manière aléatoire la moitié des sites de l'alignement de départ, ainsi que les méthodes de vraisemblance qui calculent la probabilité d'occurrence de chaque branche interne. La méthode du bootstrap est le test le plus utilisé pour la vérification de la robustesse des arbres phylogénétiques. En statistique, le bootstrap est un test de rééchantillonnage couramment utilisé pour l'estimation de la variabilité de paramètres dont on ne sait pas calculer la variance. Ce test suppose que les caractères évoluent de manière indépendante sur l'alignement multiple utilisé. Cet alignement qu'on va appeler réel contient un site et va être rééchantillonné en remplaçant de manière aléatoire les n sites, de telle sorte que certains sites réels soient répétés tandis que d'autres soient absents du nouvel alignement à n sites. Chaque remplacement génère un alignement artificiel qui sera utilisé pour reconstruire un arbre artificiel en employant les mêmes paramètres utilisés pour l'arbre réel. Cette opération est répétée plusieurs fois, généralement entre 100 et 1000 fois. À la fin, la fréquence d'apparition dans les arbres artificiels de chaque branche interne de l'arbre réel est calculée. Cette fréquence, qu'on va appeler valeur de bootstrap, sera exprimée en pourcentage et sera notée à côté de chaque branche interne sur l'arbre réel. Plus une valeur est proche de 100%, plus l'hypothèse de l'existence de cette branche est forte. Les branches de l'arbre réel doivent être soutenues par des valeurs de bootstrap, généralement supérieures ou égales à 95%. Mais parfois ce seuil peut être rabaissé à 70%, à 90%, bien élevé jusqu'à 99%, selon la similarité entre les séquences. Ce seuil va indiquer la significativité de la robustesse d'une. Dans l'exemple de ce schéma, 500 alignements artificiels ont été créés à partir de l'alignement réel par remplacement aléatoire d'un ou de plusieurs sites, indiqués ici par des flèches bleues. Les alignements artificiels seront utilisés pour générer des arbres artificiels avec les mêmes paramètres originaux et les valeurs de bootstrap sont alors générées par comparaison entre arbre artificiel et arbre réel. Une valeur égale à 95% signifie que sur les 500 arbres artificiels, on retrouve le nœud porteur 475 fois. Pour réaliser une étude phylogénétique, de nombreux programmes informatiques téléchargeables ou hébergés par des portails en ligne sont disponibles. Le tableau suivant donne des exemples de ces logiciels. On citera par exemple l'outil Mega, qui est un logiciel de phylogénie populaire qui vous permet de réaliser plusieurs types d'analyses phylogénétiques hors ligne. On peut également citer la plateforme Phylogénie qui génère en ligne des arbres phylogénétiques selon plusieurs méthodes disponibles. La phylogénie moléculaire souffre de plusieurs limitations, notamment liées aux méthodes d'inférence phylogénétique qui sont sensibles aux changements dans le choix des hypothèses et des modèles qui les composent, surtout lors du choix des séquences. Par exemple, les marqueurs peuvent être inadaptés, ou bien on peut noter la présence de gènes horizontaux. Ces limites peuvent également être liées au modèle de substitution, ou bien à la méthode d'alignement, ou bien à la méthode de calcul de la position des nœuds et de la taille des branches
de l'arbre qui peuvent être basées sur des hypothèses imprécises. Cela signifie que des résultats très différents peuvent être obtenus en appliquant différents modèles au même ensemble de données avec une marge d'erreur qui peut varier grandement selon les cas étudiés. Les alternatives basées sur le calcul des taux d'erreur générés lors du séquençage, comme l'analyse des variants appelée ASV pour Umbilical Sequence Variance, ainsi que les méthodes d'analyse des oligotypes ont été développées afin de pallier à ces limites.